Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On attend un tout petit peu, une petite minute réglementaire, le temps qu'il y a un maximum de personnes qui se connectent. Et à l'issue de cette minute réglementaire, on commencera. Bon, ben, je crois on va commencer, hein, pas faire attendre tous ceux qui sont présents à l'heure. Donc on va, pour une meilleure qualité de la présentation, on va couper nos vidéos respectives. Et puis on va commencer. Voilà. Bonjour, eh bien, merci de nous rejoindre et en ce qui nous concerne, bien sûr, nous remercions les comités régionaux de notre entreprise de nous accueillir dans ce e-salon et nous permettre ainsi de vous présenter nos sujets. Donc en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est complémentaire santé, prévoyance et retraite supplémentaire. Quels bénéfices envoyez vos signalements aux organismes complémentaires? Donc, que ça soit le SADV, le FCTU, le AT, etc. Et tous ces sujets-là vont vous être présentés à 3 voix, donc avec d'une part Quentin Ly du CETIP pour les institutions de prévoyance, Jean-Marc Sellier, qui c'est moi-même pour France Assureur, et Circe Crouch-Guilhem pour la Mutualité française. Et donc, ensuite, donc nous allons vous présenter d'abord, nous présenter nous-mêmes, qui sommes-nous. Ensuite, on vous parlera du signalement fin de contrat de travail, le signalement arrêt de travail, et enfin, pour signaler l'entrée de l'individu dans le contrat collectif via le SADV, en sachant que je vous parlerai de la fin de contrat de travail. Mon complice du jour, Quentin du CETIP, vous parlera de l'arrêt et reprise de travail. Et puis enfin, Circe, pour la Mutualité française, va vous parler du sujet éminemment important pour nous, c'est également important, c'est l'entrée de l'individu dans le contrat collectif grâce au SADV. Donc, qui sommes-nous? On va tout vous dire sur le CETIP, France Assureur et la Mutualité française. En fait, nous sommes 3 fédérations qui regroupent les institutions de prévoyance relevant du CETIP, les sociétés d'assurance relevant de France Assureur, les mutuelles relevant de la Mutualité française. Donc, nos fédérations regroupent la quasi-totalité des organismes complémentaires. Donc, ces organismes sont désignés sous le terme d'organismes complémentaires, comme je viens de le dire, souvent avec l'acronyme OC, où on peut voir aussi organismes de prévoyance, prévoyance avec un grand P, notamment dans le cahier technique de la norme NEODES. Et on peut dire qu'il y a 3 types de contrats différents gérés par les OC, donc, et qui sont un peu regroupés aussi sous l'acronyme prévoyance avec un grand P. Et ça concerne donc la prévoyance, la complémentaire santé et la retraite supplémentaire. Attention, supplémentaire, hein, pas complémentaire. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, le CETIP, France Assureur et la Mutualité française sont membres à part entière du GIPMDS, et à ce titre, ces fédérations représentent les organismes complémentaires afin de défendre leurs intérêts
auprès de l'administration et des autres organismes, procéder à des expressions de besoins en fonction de leurs membres, enfin pratiquer des échanges avec tout l'écosystème DSN en réalité, et principalement avec les éditeurs et les déclarants, et bien entendu, je n'oublierai pas, les tiers déclarants, notamment cabinets comptables. Nous sommes chargés également de la rédaction des fiches, des consignes déclaratives. Donc ces consignes déclaratives font l'objet de travaux et d'expressions, enfin de rédaction conjointe entre nos fédérations et avec l'appui du JIP-MDS, et sont publiées ensuite sur le site Net Entreprise. Enfin, nos fédérations travaillent sur l'élaboration commune et le maintien des normes, on va dire connexes à la DSN, mais en réalité indispensables pour nous, pour un bon fonctionnement de la DSN. Il s'agit de la fiche de paramétrage, souvent représentée par l'acronyme FPOC, fiche de paramétrage OC, et enfin le compte-rendu métier, avec l'acronyme CRM, compte-rendu métier, qui lui aussi est standardisé, comme nous l'avons vu ce matin dans le webinaire du matin. Enfin, les OC, nous mettons à disposition un outil de contrôle dédié aux données OC, qui est un outil de contrôle avant dépôt, qui compare donc les données de la DSN pour les OC en conformité avec la fiche de paramétrage, ou là où les fiches de paramétrage qui sont destinées à être appliquées. Vous avez un lien dans la présentation que vous pouvez charger. Alors j'en profite tout de suite pour vous dire que la présentation, vous pouvez la télécharger quand vous allez sur le stand des organismes complémentaires. Vous pouvez à ce moment-là voir les documents. Il y a la présentation et tous les documents que nous vous mettons à disposition pour pouvoir les récupérer. La présentation que nous avons en ce moment, elle sera également disponible en replay. La seule contrainte, si vous voulez que d'autres utilisateurs la visualisent, eh bien, il faudra simplement qu'ils s'inscrivent sur le e-salon, donc qu'ils fournissent un email professionnel pour pouvoir se connecter et ensuite accéder aux différents replays. Donc, on va passer tout de suite pour le signalement fin de contrat de travail. Donc, le signalement fin de contrat de travail, qui est appelé aussi FCTU, c'est-à-dire le fin de contrat de travail unique. En fait, ça contient les données qui concernent un salarié qui quitte l'entreprise, bien entendu. La composition du signalement FCTU pour les OC, vous avez un petit descriptif avec des blocs qui sont systématiquement renseignés et qui apparaissent en surligné jaune. Alors, pour les experts qui connaissent par cœur le cahier technique et qui connaissent par cœur les arborescences, vous constateront ces experts qu'il n'y a pas les mêmes cardinalités dans notre présentation que celles qui figurent dans le cahier technique notamment de la DSN. Et pour une bonne et simple raison, c'est que d'une part, les OC ne reçoivent pas toutes les données, donc pas tous les blocs. Et ensuite, les cardinalités qui peuvent figurer comme 0 à 1 ou 0 étoile dans le cahier technique, certaines cardinalités, et on comprend bien pourquoi, figurent ici en cardinalité 1 à 1 ou 1 à étoile. En effet, s'il n'y a pas d'adhésion prévoyance, et ça, tous les organismes n'en ont pas besoin, s'il n'y a pas d'adhésion prévoyance, s'il n'y a pas d'affiliation prévoyance, eh bien, effectivement, la DSN peut quand même fonctionner, sauf que du coup, vous ne transmettez rien aux OC. Donc, la page suivante va nous dire que la fin de contrat de travail unique, donc le FCTU, est déclaré dans le bloc dit 62, numéro 62, fin de contrat. Le contenu des rubriques date de fin et motif de rupture permettent de gérer efficacement l'événement. Ben oui, il y a des informations importantes, la date de fin de contrat, le motif de rupture, si c'est de fin de CDD, si c'est un décès, si c'est... Voilà, il y a des tas d'informations qui sont utiles à l'OC et aux autres organismes aussi, bien sûr. La déclaration du motif de rupture, ça permet à l'organisme d'initier rapidement
les bons processus de gestion, notamment la portabilité des droits ou pas, et le cas échéant, l'ouverture d'un dossier d'essai. On parle ici évidemment des cas les plus extrêmes, les plus importants, les plus impactants pour tout le monde, notamment pour les assurés, pour les individus. Ensuite, donc, il y a une rubrique qui s'appelle maintien de l'affiliation, donc dans le bloc 62, qui est la 62.016. Alors ça, effectivement, elle est utilisée par les gestionnaires des contrats complémentaires pour identifier un salarié, un individu, quand il bénéficie d'une continuité de son affiliation dans le contrat collectif. En fait, elle est conditionnelle, cette rubrique maintien de l'affiliation, parce qu'elle doit être enseignée que dans un certain nombre de cas particuliers. Par exemple, quand il s'agit d'une fin de contrat de travail, mais avec un nouveau contrat en continuité. Il y a un CDD qui se termine, mais qui enchaîne immédiatement sur un autre CDD ou sur un CDI, bien évidemment, il y a un maintien de l'affiliation, sauf si, évidemment, les changements d'affiliation devaient le concerner. Quand il y a un changement de statut catégoriel aussi en fin de mois. Et puis, voilà, il y a d'autres cas comme ça, pour lesquels il est important de signaler à l'organisme complémentaire qu'il faut maintenir l'affiliation, donc maintenir évidemment la cotisation, mais aussi et surtout maintenir les droits qui sont attachés à cette affiliation. Lorsque cette rubrique est renseignée, ce maintien de l'affiliation, la rubrique 62016, elle est toujours avec la valeur 0,1, et la valeur 0,1 signifie continuité de l'affiliation. Ensuite, quelques points d'attention. Il faut savoir que l'identifiant de la déclaration annulée et remplacée, donc la rubrique S20, G00, 05, 006, elle est utilisée uniquement avec les DSN de signalement d'événements. C'est toujours bon de le rappeler. C'est pas jamais avec la DSN mensuelle. Les rubriques qu'il est possible de renseigner dans les DSN signalement d'événements FCTU, qui n'existent pas en DSN mensuel. Et oui, il y a des rubriques dans le signalement, elles n'existent pas en DSN mensuel, pour des choses très, très particulières. Il s'agit de la rubrique 62.018, c'est le nombre de mois de préavis utilisé dans le cadre du parcours accompagnement personnalisé, PAP. Vous voyez, c'est un cas très particulier. Donc cette rubrique-là, elle ne sera présente que dans le signalement. Enfin, la rubrique 62020, le mois de la DSN mensuelle qui porte les derniers éléments déclarés dans le FCTU. Donc, c'est la date à laquelle le solde de tout compte sera porté en paix. Évidemment, ça commence toujours par le premier jour du mois, par 0,1. Alors, vous voyez, ces deux rubriques-là, elles sont présentes dans le FCTU, et si elles sont utiles à l'organisme complémentaire dans la gestion et l'initiation du processus de gestion des droits de l'assuré qui quitte l'entreprise, eh bien, le signalement est indispensable puisqu'elles ne figureront pas dans la DSN mensuelle. Enfin, dans les points à l'inverse, évidemment, il y a des rubriques qu'on peut renseigner en DSN mensuel et qui n'existent pas dans les DSN signalement d'événements, dans le FCTU. Donc, notamment pour le bloc 62, fin de contrat de travail, la rubrique 62017, qui est la modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage. Donc, vous voyez, c'est des choses. Et la rubrique 62019, qui est le solde de congé acquis et non pris. Mais ça, c'est une rubrique qui est réservée aux individus qui sont affiliés à l'ENIM. Donc, vous voyez que c'est quand même des cas extrêmement limités à ce niveau-là. On va ensuite parler des avantages, des bénéfices à produire les signalements d'événements FCTU. Et donc là, on n'oublie personne. On a regardé les bénéfices pour le déclarant et pour l'assuré, donc pour vos salariés ou vos agents si vous êtes à fonction publique, et les bénéfices pour l'organisme complémentaire ou son délégataire de gestion. Pour la fin du contrat de travail unique, en ce qui concerne le déclarant et l'assuré, c'est une gestion anticipée de la portabilité des droits. C'est l'accélération du traitement des dossiers, notamment en cas de décès. Oui, parce que le signalement d'événements, il parvient beaucoup plus tôt à l'organisme complémentaire, au gestionnaire des contrats. Et donc, il n'est pas obligé d'attendre parfois un mois et demi de disposer de la DSN mensuelle pour pouvoir traiter cette fin de contrat de travail.
Et puis l'organisme complémentaire, aussi, son importance, c'est la connaissance accrue de la population assurée. C'est surtout la limitation des sollicitations individuelles non dématérialisées, donc les échanges par mail, téléphone, enfin divers et variés. Et c'est la limitation des indus. Les indus, c'est quand on paye des prestations à quelqu'un qui n'est plus censé en recevoir. Et donc, en réalité, pour tout ça, pour tout le monde, c'est moins de régularisation. Et quand on sait aujourd'hui, il faut bien se le dire, c'est que les régularisations, moins on en a, mieux on se porte, que ça soit chez le déclarant, le tiers déclarant, ou que ça soit également pour le gestionnaire d'assurance, les régularisations, c'est juste quelque chose de chronophage qu'il faut éviter. Et donc le FCTU, comme les autres signalements, sont des moyens efficaces de limiter aussi le besoin de régularisation. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi et je vais passer la parole à mon complice du jour, Quentin Ly, pour les institutions de prévoyance, qui va vous parler, et c'est bien logique, de l'arrêt de travail. À toi, Quentin. Merci Jean-Marc. Donc rebonjour à tous. Effectivement, moi aujourd'hui je vais zoomer sur le signalement arrêt de travail qui est bien évidemment reçu et exploité également par les organismes complémentaires. Donc qu'est-ce que c'est que notre signalement arrêt de travail en DSN? Comment il est constitué au regard de la norme? Donc il contient les données qui concernent l'arrêt de travail qu'un salarié aurait transmis à son entreprise ou à un tiers déclarant et qui serait déclaré à l'ensemble de la sphère des organismes sociaux derrière. Donc toutes les rubriques qui sont présentes dans le signalement sont les rubriques présentes sur le slide. Donc, on a le bloc entreprise. Ah, je vois que vous avez un écho. Pardon. Non, je viens de le couper, Quentin. Okay. Donc, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Excusez-moi. Donc, oui, je reprends, pardon. Donc, j'entends que je vous disais que tous les blocs qui sont présents et disponibles pour le signalement sont à déclarer pour l'arrêt de travail. Donc, on a le bloc entreprise, le bloc établissement, bien évidemment, qui sont constitutifs de la DSN, mais on a aussi, très important, le bloc adhésion prévoyance, bloc 15, qui n'est pas obligatoire dans le signalement et qui est obligatoire pour pouvoir déclarer le destinataire du flux et pour que l'organisme à qui vous voulez l'envoyer puisse correctement le recevoir. Bien évidemment, nous avons aussi le bloc individu qui va nous donner l'information de l'individu déclaré, le bloc contrat et le bloc arrêt de travail. On va détailler ces différents blocs par la suite. Donc, je vous disais que le bloc 15, adhésion prévoyance, est indispensable pour permettre la distribution du flux à l'organisme assureur du contrat signé par l'entreprise. Ce bloc n'est pas obligatoire dans le signalement arrêt de travail, donc si vous ne le renseignez pas, vous ne mettez pas le code organisme et éventuellement le code délégataire à qui vous voulez envoyer ce flux, il ne sera pas reçu par l'organisme derrière. Donc, les éléments à renseigner dans les rubriques référence du contrat 1501, rubrique 15.01, code organisme de prévoyance 1502 et code délégataire de gestion 1503 sont bien évidemment les données qui vous sont fournies dans la fiche de paramétrage OC pour le salarié concerné et le contrat auquel il est affilié. Cette fiche de paramétrage est bien évidemment accessible sur votre tableau de bord d'entreprise ou directement remontée dans votre logiciel de paye lorsque l'éditeur utilise l'API DSN. Vous avez le webinaire qu'on a fait ce matin qui évoque tout le sujet de la fiche de paramétrage si ça vous intéresse plus particulièrement. Ensuite, donc, on a parlé du bloc 30 individu qui permet à l'organisme d'identifier le salarié concerné par l'arrêt de travail transmis. Donc, on voit qu'il est assez léger en termes de rubrique obligatoire et conditionnelle dans le message. Mais nous, ce qu'on voulait vous passer comme message particulier aujourd'hui, c'est que les rubriques 30.01 et 30.020, qui sont le NIR, le numéro d'inscription répertoire, ou le numéro technique temporaire, sont utilisés par l'organisme ou son délégataire de gestion pour lancer tout le processus de traitement de l'arrêt de travail déclaré derrière, notamment pour la mise en œuvre d'un dispositif qui s'appelle Prestigi, que certains organismes ont mis en œuvre directement avec la CNAM, qui permet de récupérer les bordereaux, le bordereau de prestations IJ versés par la CNAM. Et donc, c'est des solutions qui facilitent le traitement derrière de l'arrêt de travail par l'organisme et qui surtout qui lui permettent de ne pas avoir à réclamer ce bordereau directement au salarié ou à vous, tiers déclarant.
Ensuite, on a le bloc 40, donc le bloc contrat, donc qui permet à l'organisme d'identifier le contrat de travail concerné par l'arrêt déclaré. Cette donnée, elle est indispensable au rapprochement des données, puisqu'à partir du moment où on va identifier le contrat concerné pour le salarié pour lequel vous nous avez déclaré un arrêt de travail, on va pouvoir aller récupérer, notamment dans les DSN mensuelles précédentes, tous les éléments de rémunération si l'historique est suffisante d'envoi de DSN mensuel. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre de faire du routage et d'identifier les contrats et les rémunérations concernés par l'arrêt déclaré. Ensuite, donc, le bloc 60, arrêt de travail. Donc, les organismes complémentaires sont bien destinataires de l'ensemble des rubriques qui sont présentes dans ce bloc, mais il y en a 4 qui sont obligatoires. Donc, c'est la 6001, motif de l'arrêt de travail, la 6002, date du dernier jour travaillé, la 6003, date de fin prévisionnelle de l'arrêt déclaré, et la 6004, subrogation, qui va permettre de savoir à l'organisme, bien évidemment, s'il doit payer la prestation directement à l'assuré ou à l'entreprise qui a déclaré l'arrêt de travail. Les autres données, bien qu'elles soient conditionnelles, sont également potentiellement nécessaires à l'arrêt déclaré, mais elles ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé de les renseigner dans votre flux. On va faire un petit zoom ensuite sur la rubrique spécifique date du dernier jour travaillé. Toutes les informations qui sont reprises ici et que je vais vous communiquer sont bien évidemment disponibles dans les fiches consignes du JPMDS, de la base de connaissances de Net Entreprise, qui vous donne les mêmes informations. Mais cette rubrique du date du dernier jour travaillé, elle est essentielle pour que nous, on puisse connaître la date à partir de laquelle on doit prendre en compte l'arrêt de travail qui a été déclaré. Donc, cette date du dernier jour travaillé, elle est prise en compte par l'organisme comme point de départ pour, premièrement, l'étude des droits à mettre en œuvre pour le salarié concerné, l'identification de la période de référence qui permet le calcul de l'indemnité journalière et qui sera versée par l'assurance maladie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe parfois des carences ou des choses comme ça, et notamment dans les contrats de prévoyance qui mettent en œuvre le risque arrêt de travail. Et donc, parfois, on n'est pas obligé de payer tout de suite. Il nous faut absolument cette date du dernier jour travaillé pour pouvoir calculer tous les éléments qui vont nous permettre de calculer la prestation derrière. Donc, l'identification de la date de début de la période d'indemnisation par l'organisme complémentaire est essentielle au travers de cette rubrique, qui doit être correctement renseignée. Et donc, dans le cas général, la date du dernier jour travaillé doit toujours être la veille de la date de début de la prescription de l'arrêt de travail. Quelle que soit la date de prescription de l'arrêt de travail, le dernier jour travaillé est toujours la veille, mis à part quelques cas particuliers, mais vous allez voir qu'ils sont assez logiques. Donc, notamment, un arrêt qui serait prescrit alors que le salarié était présent le jour de la prescription. Donc, votre salarié est présent le matin, mais ça ne va pas très bien. Il va chez son médecin l'après-midi, on lui déclare un arrêt de travail. La date du dernier jour travaillé est bien évidemment celle de sa présence le matin même. Lorsqu'il y a un nouvel arrêt de travail, dans le cadre de plusieurs arrêts successifs, la date du dernier jour travaillé reste toujours celle de l'arrêt initial. En cas de prolongation, la date du dernier jour travaillé déclarée dans le signalement arrêt de travail reste la date du dernier jour travaillé de l'arrêt initial. L'arrêt et les congés fractionnables, le dernier jour travaillé correspond à la veille du début de la fraction concernée, tout comme un arrêt qui débuterait le premier jour du contrat de travail d'un salarié. Cette date du dernier jour travaillé doit être valorisée au premier jour du contrat puisqu'il n'y a pas eu de jour précédent. Donc, ce qu'on retient, la règle à retenir, c'est vraiment que ça doit être la veille de la date de début de la prescription de l'arrêt de travail, sauf dans des cas très particuliers qui vous sont listés sur cette slide. Ensuite, donc, pour obtenir les prestations prévues en cas d'arrêt de travail de l'un des salariés, plusieurs éléments doivent être communiqués à l'organisme complémentaire. Donc ça, ce sont les pièces justificatives que pourrait vous demander l'organisme complémentaire ou les demander directement au salarié en cas de déclaration d'un arrêt de travail. Donc, on a les attestations de salaire qui correspondent à la règle du cumul prévue dans les conditions particulières du contrat. Ces éléments, bien sûr, ils peuvent parfois être récupérés directement dans les DSN mensuelles précédentes, lorsque l'historique est suffisant, comme je vous l'ai évoqué juste avant, mais elles peuvent être aussi directement demandées à l'assuré ou au tiers déclarant via d'autres modalités qui sont propres à l'organisme.
Quoi qu'il en soit, notre signalement arrêt de travail ne va pas pouvoir se substituer à ces éléments qui sont présents soit dans les DSN mensuels, soit demandés par ailleurs aux salariés. Par contre, l'attestation d'arrêt de travail qui inclut la date initiale de début d'arrêt de travail du salarié, cette attestation, lorsque vous produisez l'arrêt de travail, elle peut être substituée par le flux DSN que vous avez envoyé à votre organisme complémentaire. Donc, d'où l'intérêt de la production de ce flux. Ensuite, on a les décomptes originaux de la sécurité sociale ou l'attestation de paiement des prestations en cas d'arrêt de travail à compter de la date de début de l'indisponibilité. En gros, ce sont les fameux BPIJ qu'on a évoqués aussi un petit peu précédemment. Ces éléments, ils sont également parfois récupérés directement par l'organisme lorsqu'ils ont mis en œuvre le dispositif d'échange dématérialisé des IJ Prestigi avec la CNAM qu'on a évoqué précédemment. Mais si ce n'est pas le cas, il est possible, enfin il est même obligatoire que l'organisme demande ces éléments directement à l'assuré ou au tiers déclarant lorsqu'il en a la possession. Tu vas réexpliquer le truc. Ensuite, il y a le relevé d'identité bancaire, donc le RIB ou le nom du destinataire des indemnités. Donc, cette information, elle est également substituable par l'envoi de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que lorsque on a vu que les données n'étaient pas obligatoires dans le bloc 60 qu'on a évoqué précédemment, mais elles sont déclarables. Si vous mentionnez le BIC, l'IBAN et que vous avez bien lié le salarié qui doit bénéficier des prestations qui vont être versées, bien évidemment, cet arrêt de travail va se substituer à la demande de l'organisme complémentaire qui pourrait survenir par ailleurs. Donc, on a un fort intérêt à utiliser cet arrêt de travail et à le déclarer pour au moins substituer deux des éléments complémentaires qui peuvent être demandés par l'organisme en cas de traitement d'un arrêt de travail. Donc ensuite, on revient au petit tableau que vous a présenté, le même petit tableau que vous a présenté Jean-Marc pour les bénéfices à déclarer ce signalement arrêt de travail en DSN lorsque vous êtes tiers déclarant. Donc, il y a des bénéfices pour le déclarant et l'assuré, c'est la mise en œuvre au plus tôt du calcul des droits dont bénéficie le salarié déclaré. Il y a bien évidemment le paiement des indemnités éventuelles au plus tôt, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la DSN mensuelle arrive presque un mois après le mois effectif qui est déclaré dedans. Donc, lorsqu'un arrêt qui surviendrait le premier jour d'un mois déclaré, grâce au signalement AT, on pourrait enclencher tout le process d'indemnisation dès la réception du signalement, alors que si vous ne le déclarez pas et qu'il serait déclaré par ailleurs dans la DSN mensuelle, là, on en aurait connaissance presque un mois après, ce qui retarde bien évidemment le paiement des prestations éventuelles. On a aussi une diminution des sollicitations aux employeurs par les salariés, c'est-à-dire que lorsque vous enverriez ce flux, le salarié serait tout de suite indemnisé et ne reviendrait pas vers vous pour vous demander de le faire éventuellement. Et bien évidemment, moins de pièces justificatives à transmettre à l'organisme. On l'a vu dans le slide précédent. Si le signalement est bien complet et qu'il comporte les infos dont je vous ai parlé avant, 2 des pièces justificatives sont substituées. Mais il y a aussi également des bénéfices pour l'organisme complémentaire ou son délégataire de gestion à recevoir ce flux. Donc, il y a la mise en œuvre au plus tôt du process de traitement de cet arrêt de travail. Il y a le lancement du processus de récupération des éléments complémentaires nécessaires au calcul des droits, donc qui peut se faire au plus tôt parce qu'il y a eu réception de ce signalement arrêt de travail. On a bien évidemment le lissage de la charge de traitement. Si tous les arrêts de travail nous sont déclarés dans les DSN mensuels, les temps de traitement sont forcément plus longs puisque tout arrive en même temps que si la charge est lissée au moment de la déclaration de l'AT, au moment de la survenance ou de la connaissance de l'arrêt par le tiers déclarant. Et il y a bien évidemment une optimisation du service rendu à l'assuré puisqu'on va lui verser ses indemnités au plus tôt dès lors qu'on va avoir connaissance des éléments. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et pour les bénéfices à transmettre l'arrêt de travail aux organismes complémentaires qui le traitent et qui sont friands de la réception de ces éléments. Je passe la parole à ma collègue Circé de la FNMF qui va, elle, vous parler du signalement SADV, signalement d'amorçage des données variables. Merci Quentin. Du coup, le dernier signalement, l'objet d'un focus dans cette présentation, mais non des moindres, c'est du coup le signalement d'amorçage des données variables. Donc, même s'il est facultatif, je peux te laisser avancer, Quentin, s'il te plaît.
parce que j'ai pas accès. Merci beaucoup. Même s'il est facultatif, il est très important pour les organismes complémentaires, puisque ce signalement a pour vocation à transmettre les informations qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la couverture des droits des salariés. Aujourd'hui, il est utilisé par la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, pour retourner avec un CRM le taux personnalisé de prélèvement à la source de l'individu, en remplacement du dispositif Topaz qui a été définitivement arrêté fin 2025, enfin qui sera définitivement arrêté fin 2025, pardon, on n'y est pas encore, il reste un mois et demi. Donc ce signalement, il est utilisé par les OC, les organismes complémentaires et leurs délégataires de gestion, pour initialiser le processus d'affiliation aux différents contrats complémentaires, dont les risques ont été énumérés tout à l'heure, hein, complémentaire santé, prévoyance et retraite supplémentaire, même si c'est évident que c'est pour la partie complémentaire santé que ce signalement est le plus utile. Les natures de l'événement déclencheur du signalement reçu par les OC sont les 5 qui sont répertoriés ici. C'est l'embauche effective de l'individu, la mutation de l'individu sans rupture du contrat de travail, la fin de dispense d'affiliation. Certains bénéficient d'une dispense d'affiliation au moment où celle-ci prend fin. À ce moment-là, vous pouvez transmettre un signalement d'amorçage des données variables pour indiquer que l'individu devient affilié au contrat complémentaire. Un changement des paramètres salariés du contrat collectif prévoyance santé complémentaire retraite supplémentaire, un salarié qui passerait de non-cadre à cadre et qui du coup changerait de contrat dans ce cas, puisque dans cette entreprise, il y a un contrat santé destiné au cadre, un contrat santé destiné au non-cadre. Le changement de statut catégoriel du salarié fait que le salarié change d'affiliation au contrat complémentaire. Et la transmission de l'ensemble d'une population affiliée à un nouveau contrat, même si, bien entendu, le signalement d'amorçage des données variables, il reste individuel, il ne concerne qu'un seul individu, mais en tout cas, il est possible de pousser de fait, grâce à ce 0,5, un certain nombre de SADV vers l'organisme. Je me permets de citer la fiche consigne. Donc, il y a une fiche consigne sur la base de connaissances qui concerne spécifiquement le SADV à destination de la DGFiP et à destination des organismes complémentaires. Donc, c'est la fiche consigne 2117. Et par ailleurs, je signale, puisqu'elle vient tout juste d'être publiée, elle a été publiée fin de semaine dernière, je crois, la fiche consigne 3345, qui est dédiée à la correction des erreurs d'affiliation des individus justement au contrat collectif et qui peuvent se faire idéalement via les SADV, mais également via les DSN mensuels si le SADV devait intervenir trop tard. Donc, en traitant le SADV, l'organisme complémentaire ou son délégataire va pouvoir anticiper l'affiliation de l'individu avant réception de la DSN mensuelle, puisque la DSN mensuelle, elle peut techniquement arriver jusqu'à 45 jours après l'arrivée de l'individu dans le contrat collectif, dans l'entreprise et dans le contrat collectif. Donc, en transmettant votre signalement d'amorçage des données variables, l'OC va être en mesure de récupérer un certain nombre d'informations sur l'individu et donc il va pouvoir le contacter pour lui demander de compléter les éléments qui le concernent, la situation familiale, si on a besoin de savoir si il va adhérer au contrat isolé ou famille, par exemple, sa situation administrative, son RIB, pour pouvoir bénéficier des prestations, les éventuelles déclarations de bénéficiaires s'il a des ayants droit, selon les modalités de communication qui appartiennent de ce côté-là à chaque gestionnaire. Donc, ça peut être courrier, par mail, des extranets clients, etc. Ce dispositif va permettre d'optimiser du coup le service qui est rendu à l'individu, puisqu'il a connaissance de son existence, en offrant au plus tôt une gestion des droits accélérée, quelles que soient les garanties, la délivrance au plus tôt de la carte de tiers payant,
et évidemment l'accès à certaines prestations ou services qui sont proposés par les organismes complémentaires ou leurs délégataires de gestion. On va trouver ici un tableau, j'espère que vous m'entendez toujours, j'ai un problème de réseau a priori. On va retrouver ici l'arborescence DSN, la composition de la DSN pour ce signalement d'amorçage des données variables. Donc, les données qu'on aura toujours dans un signalement d'amorçage des données variables, on vous les a surlignées en bleu sur cette slide. Donc, on va toujours retrouver les données du contrat collectif, les données de l'individu, les données du contrat de travail et les données d'affiliation au contrat collectif. En tout cas, pour un SADV qui est transmis à un OC, parce que le SADV peut effectivement n'être que transmis à la DGFiP. Dans ce cas, on n'aura effectivement pas les informations du bloc 15 et du bloc 70, mais votre OC ne recevra pas votre SADV. Donc, pour que votre OC reçoive le SADV, il faut absolument indiquer un bloc 15 et un bloc 70. Et éventuellement, il pourra comporter les données suivantes, la partie ayant droit, les données d'ancienneté, s'il y a besoin, les données concernant le lieu de travail, et le cas échéant, le motif de suspension de l'exécution du contrat de travail. Ça peut être le cas, par exemple, de chômage intempérie dès le premier jour de l'embauche. Pour les bénéfices à traiter le signalement d'événements, signalement d'amorçage des données variables, on retrouve les bénéfices selon la même formalisation que ce qui vous a été proposé pour le FCTU et pour l'arrêt de travail. Donc, on a distingué les natures des vêtements, mais on se rend compte que, de toute façon, les bénéfices sont globalement les mêmes, quelles que soient les natures d'événements. C'est simplement que la nature 01, embauche effective de l'individu, est le cas le plus massif, le plus courant, en tout cas, qui est transmis dans les SADV. Donc, on a voulu mettre en lumière, comme pour les signalements précédents, les bénéfices pour le déclarant et l'assuré, et puis les bénéfices pour l'OC ou son DG. Donc, en ce qui concerne les bénéfices pour le déclarant et l'assuré, c'est des droits à prestation de l'assuré qui sont ouverts au plus vite. Donc, la transmission du SADV a des bénéfices pour l'assuré qui sont évidents. Ça va permettre à l'OC d'initialiser au plus tôt le processus d'affiliation, et non pas jusqu'à 1 mois et demi après. Donc, les individus concernés vont pouvoir bénéficier d'un envoi rapide de leur carte de tiers payant, qu'on appelle communément la carte de mutuelle, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Et cette carte va leur permettre de ne pas avancer de frais lors de leur consultation chez la plupart des professionnels de santé, en tout cas qui sont conventionnés, ainsi qu'en pharmacie. Donc, ça va aussi permettre la réduction du délai de remboursement de la part complémentaire de frais de santé qui peuvent être engagés dès le premier jour d'application du contrat complémentaire. Donc, la satisfaction qui va en découler va nécessairement, on l'espère, rejaillir sur l'employeur. La prise en compte des entrées en paye, elle est anticipée et du coup, côté déclarant, elle va permettre de réduire la charge de travail en fin de mois. La prise en compte des entrées au fil de l'eau va permettre de réduire cette charge déclarative au moment de la préparation de la paye en fin de mois. Donc, idem pour les autres natures, hein, les bénéfices sont les mêmes. Et côté organismes complémentaires et délégataires de gestion, la prise en compte des nouvelles affiliations va pouvoir se faire sans délai. Et donc, ils vont pouvoir lisser davantage cette charge et fournir un meilleur service aux clients. Donc, ça va faciliter les traitements côté de l'organisme complémentaire ou de son délégataire, puisque ça lui permet d'être plus réactif, d'éviter les erreurs et les régularisations, voire même, et ça me paraît assez important à remonter, voire même des rejets dans les cas où l'organisme recevrait entre-temps des informations d'arrêt de travail ou de fin de contrat. Si vous ne faites pas de SADV, mais que vous envoyez un signalement d'arrêt de travail ou un signalement de fin de contrat avant de transmettre la DSN mensuelle où figure pour la première fois cet individu, en ayant fait un SADV, il n'y aura pas de rejet côté organisme. En n'ayant pas fait le SADV en amont,
le problème risque de se poser pour la gestion de cet individu qui ne va pas être connu par l'organisme complémentaire et qui va découvrir en fait la présence de cet individu affilié au contrat dans soit le signalement arrêt de travail, soit dans le signalement fin de contrat de travail. Donc les bénéfices sont les mêmes pour l'OC ou son DG, pour évidemment les autres natures, même si c'est l'embauche effective qui est vraiment le cas majoritaire. En synthèse, pour les déclarants et les tiers déclarants, il est important de retenir que le signalement, c'est un signalement d'événement qui est déclaré une seule fois et adressé à tous les organismes destinataires. Donc, vous pouvez faire un seul SADV qui va être à destination et de la DGFiP et des OC, notamment dans le cas de l'embauche effective. Donc, suite à ce SADV, vous allez pouvoir effectivement récupérer le TOPAS de l'individu et en même temps, vous allez pouvoir permettre à l'organisme complémentaire d'initialiser le dossier d'affiliation. Donc, cette transmission du signalement au fil de l'eau, c'est ce qu'on a vu sur la slide précédente, va vous permettre de lisser la charge du gestionnaire de paye pendant le mois, puisque ce qui est fait n'est plus à faire en fin de mois pour la paye et la partie DSN. Au niveau de la gestion de l'affiliation au fil de l'eau, elle peut se faire, donc elle va se faire au travers de la DSN mensuelle, puisque si des changements interviennent ensuite après l'envoi du SADV, des modifications pourront bien sûr être déclarées via la DSN mensuelle, à l'instar d'un changement d'option qui pourra avoir des conséquences sur la cotisation de l'individu à son contrat complémentaire. Pour conclure cette présentation, on vous propose une cartographie du process d'affiliation qui permet de saisir rapidement et selon un déroulé chronologique. En fait, c'est là-dessus qu'on voulait insister. La cinématique des traitements et des rôles qui sont joués par chaque acteur dans le processus d'affiliation au contrat complémentaire. Donc, on a distingué 4 acteurs majeurs, les employeurs déclarés et souscripteurs, les déclarants tiers déclarants, les individus assurés et les gestionnaires des cotisations OCDG. Donc, en premier lieu, donc ça se passe côté employeur déclaré souscripteur, il informe l'individu, l'employeur déclaré souscripteur informe l'individu des garanties qui sont disponibles. L'individu, en retour, doit informer l'employeur de son choix, c'est-à-dire des garanties qui sont souscrites, voire éventuellement lui indiquer qu'il bénéficie d'une dispense d'affiliation. À ce moment-là, l'employeur doit informer le déclarant du choix de l'individu. Le déclarant ajuste le paramétrage et peut transmettre le SADV à l'organisme complémentaire et, le cas échéant, à son délégataire de gestion. Le gestionnaire des cotisations, l'OC ou son délégataire de gestion, va pouvoir, à la suite de ce SADV, adresser un CRM au déclarant et, en parallèle, contacter l'individu, l'assuré, pour obtenir les informations complémentaires qui sont nécessaires à l'affiliation de l'individu. Il y a des fois où l'affiliation peut se faire de manière automatique, puisqu'il n'y a pas forcément d'options isolées, famille, etc. Mais la plupart du temps, on sait qu'il y a à minima ce choix à faire, isolé, famille. Et puis après, il peut y avoir différents codes d'options qui peuvent, par-dessus ça, complexifier un petit peu l'affiliation de l'individu. Et là, il n'y a que l'individu qui peut indiquer quelle option il a choisie. Donc, il va répondre à son organisme complémentaire, il va lui transmettre son RIB, parce que ça, de toute façon, c'est une pièce complémentaire qui ne transite pas par la DSN, faire le choix de ses options, donner les informations qui concernent ses ayants droit, s'il en a, transmettre son code régime obligatoire et l'attestation de sécurité sociale. À ce moment-là, l'organisme complémentaire, son délégataire de gestion, ouvre les garanties et peut transmettre la carte de tiers payant et effectuer ce qu'on appelle la noémisation auprès de l'assurance maladie.
À ce moment-là, l'organisme complémentaire délégataire de gestion va pouvoir confirmer l'affiliation au souscripteur. Il va pouvoir aussi informer le déclarant s'il y a un changement dans l'affiliation, et si au moment des changements dans l'affiliation, donc ça c'est plutôt au fil de l'eau on va dire, le déclarant va pouvoir ensuite ajuster le paramétrage avant la DSN suivante. On vous propose une synthèse schématique qui complète cette cartographie en vous proposant une entrée par typologie d'acteurs. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes items dans cette deuxième slide. Je te laisse passer, Quentin, s'il te plaît. Qui est peut-être un petit peu moins lisible, mais qui vous permet d'avoir vraiment une entrée par typologie d'acteurs. Et en fait, elle liste toutes les actions attendues dans ce cadre. Donc ça correspond exactement à ce qu'on a vu sur la slide précédente, mais vraiment en détaillant acteur par acteur les actions attendues dans le processus d'affiliation. Donc l'employeur, il a 3 actions. Signer le contrat collectif, qui est vraiment tout en amont des déclarations, informer l'assuré des contrats garantis disponibles et informer le déclarant tiers déclarant du choix de l'assuré quand l'assuré a fait son choix. Le déclarant tiers déclarant doit, lui, transmettre le signalement d'amorçage des données variables à l'organisme complémentaire une fois qu'il a reçu l'ensemble des informations de la part de l'employeur. L'assuré a un rôle aussi à jouer, et c'est important que vous l'indiquiez, que vous communiquiez auprès de vos, en tout cas des salariés des entreprises sur ce point. Il doit faire le choix de ses garanties, donner son accord, faire le choix de ses garanties, voire justifier d'une dispense d'affiliation, informer l'employeur de son accord et de son choix, et répondre à l'OC en lui transmettant son RIB, les éventuelles options et les infos qui concernent ses ayants droit. Et l'organisme complémentaire va avoir finalement, c'est lui qui va avoir le plus d'actions à faire dans ce process, et c'est plutôt logique puisqu'il est destinataire de ces informations. Il va devoir, en amont, donc après signature du contrat collectif, émettre les fiches de paramétrage vers le déclarant ou tiers déclarant pour que la DSN soit correctement paramétrée, mettre à disposition les comptes rendus métiers, contacter l'assuré pour obtenir des informations complémentaires. Dans le cas où il y a une dispense d'affiliation qui est déléguée à l'OC par l'employeur, celui-ci doit informer l'employeur sitôt le choix de l'assuré connu, et il doit confirmer l'affiliation vers l'employeur et ouvrir le service, c'est-à-dire émettre la carte de tiers payant à destination de l'individu, ouvrir les droits à la prévoyance ou ouvrir les droits à la retraite supplémentaire. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation. On a vu un certain nombre de questions passer dans le chat. On vous remercie pour cela. On va essayer d'y répondre au maximum. Une fois que le chat sera fermé, a priori, vous n'aurez plus accès aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à faire éventuellement des impressions d'écran des questions-réponses du chat. Cela dit, je crois que sont prévus un récap des questions-réponses pour chaque conférence. En tout cas, on essaiera de vous le mettre à disposition. Comme indiqué dans le chat, la présentation, le replay seront accessibles post-présentation au niveau du stand OC. Et si vous avez des questions post-présentation, nous sommes joignables aux 3 adresses génériques qui sont indiquées en bas du slide. dsn@cetip.inso.fr, svp.dsn@mutuaid.fr et dsn@saintier.fr. Donc, il y a nos 3 fédérations qui sont représentées ici. Donc, si vos questions concernent les OC en général, n'hésitez pas à transmettre votre question aux 3 adresses. Si ça concerne un OC en particulier et que vous êtes en mesure de savoir
que c'est soit une institution de prévoyance, soit une mutuelle, soit une société d'assurance, alors adressez-vous au support en lien. Et si vous ne savez pas, vous envoyez aux 3 et nous, on s'organisera entre nous pour répondre au mieux à vos questions. Merci en tout cas pour votre attention et pour votre participation. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous, très bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.